Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, merci de nous avoir rejoints dans ce merveilleux outil qui est le planétarium pour cette conférence d'Epic Époque intitulée « Quel cadre pour repenser la place de l'être humain dans le monde animal au XXIe siècle ?» Alors bon, voilà, ça pose déjà quelques questions. Je voudrais d'abord remercier le Jardin des Sciences qui nous accueille aujourd'hui, et en particulier Margot Zink, qui a été chargée d'organiser les Epic Époques à partir de maintenant. Ces conférences Epic Époques seront réalisées en partenariat avec la radio locale RCF Alsace, dont je suis le représentant ce soir. Je m'appelle Paul Fontenot et je suis producteur bénévole à RCF Alsace. Alors, sujet sur les animaux. Il n'y a pas une seule semaine sans qu'on entende parler dans les actualités des relations entre les humains et les animaux. D'ailleurs, j'ai entendu dans la journée que quelqu'un proposait d'instaurer une sorte de Nutri-Score bien-être animal. C'est-à-dire que sur vos emballages de jambon, de steak, de machin, il y aura une espèce de note sur le bien-être animal. Peut-être. Enfin, c'est discuté. On voit très souvent passer des vidéos de l'association L214 qui dénonce les élevages intensifs et les méthodes des abattoirs. On sait qu'on a de plus en plus d'interdictions d'utiliser les animaux dans les cirques. Et puis, on a régulièrement des manifestations contre l'expérimentation animale. Il y a aussi des choses un peu plus positives. On voit par exemple la mise en place de la médiation animale dans les EHPAD pour améliorer le quotidien des personnes âgées. On sait, et on a démontré, l'efficacité de vivre avec un animal de compagnie contre la dépression, le stress et l'anxiété. Alors tout ça, ça m'a fait penser qu'on a l'impression que notre société, elle est un peu écartelée, je dirais, entre l'amour des animaux. Il suffit de voir le nombre impressionnant de vidéos de petits chats sur les réseaux sociaux, il n'y a que ça, et la violence avec laquelle on la traite dans de nombreuses situations. Donc une espèce de grand écart là, un peu mystérieux. Et c'est donc bien le moment de se poser un petit temps et de réfléchir à la place de l'animal humain au milieu des autres animaux non humains. Alors pour tenter de répondre à toutes ces questions et surtout pour nous faire réfléchir, nous allons croiser les regards de nos deux intervenantes de ce soir. D'abord Violette Pouillard, qui est chargée de recherche au CNRS, au laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes, mais qui en fait là est visiting professor à la Ghent University, donc en Belgique, si j'ai bien compris. Et c'est notre historienne, hein, ça c'est important. Et puis Sarah Zanaz, qui est doctorante en philosophie morale. Alors elle est strasbourgeoise, elle est à l'école doctorale des sciences de la vie et de la santé de l'UNISTRA. Et elle est en co-tutelle internationale de thèse avec l'Universidad Autónoma de Puebla au Mexique. Bienvenue à vous deux. Nous avons aussi une troisième intervenante, comme d'habitude pour Epic Époque, qui est Violaine Leroy, qui est illustratrice, qui fait de la facilitation graphique et qui va nous faire une performance dessinée. Elle est cachée dans la régie pour l'instant pour pouvoir faire ses dessins. Donc le dispositif, des interventions mixées entre nos deux intervenantes ici, et surtout aussi à la fin des questions, c'est-à-dire n'oubliez pas de noter vos questions, elles seront prêtes à y répondre. Alors on va commencer avec la partie historique et en particulier avec Violette Pouillard, donc, qui va nous parler des perspectives historiques sur la relation humain-animaux. À vous, Violette. Merci beaucoup, merci pour cette introduction. Et merci à ceux et celles qui nous accueillent aujourd'hui. C'est aussi un événement qui est organisé en partenariat, je crois, avec le musée zoologique de Strasbourg. Donc Strasbourg, une ville qui nous permet de nous interroger à nouveau frais sur les relations humains et animaux avec la réouverture en 2025 du musée zoologique. On en reparlera peut-être lors des questions. Alors on voulait dialoguer, Sarah et moi, aujourd'hui avec des disciplines
très différentes, mais des éclairages très singuliers sur une même question, qui est celle de la question des relations entre humains et animaux. Et on voulait évoquer cette question, notamment à travers celle de la protection des animaux, des différentes formes d'appréhension et de protection des animaux. Et donc, dans un premier temps, je vais apporter quelques éclairages historiques illustrés sur la question des relations entre les humains et les animaux, qui suscitent donc énormément de débats, de controverses encore aujourd'hui. Et puis Sarah développera ensuite cette question-là à partir de ses propres perspectives. Donc c'est une histoire qui s'inscrit dans un temps très très long et que je ne vais pas retracer dans le détail. Vous verrez que je vais prendre des exemples pour que ce soit plus digeste. Mais cette question des considérations morales associées au traitement des animaux et à la consommation des animaux par les humains, c'est pas du tout une préoccupation récente. Et les philosophes grecs antiques, par exemple, débattaient déjà de cette question et de la place des animaux dans la morale. Vous avez ici un exemple avec une peinture du pinceau de Rubens, mais aussi de Franz Schneider. C'est une peinture qui date de 1628-1630 et qui représente le philosophe Pythagore, donc qui a vécu à cheval sur les 6e et 5e siècles avant Jésus-Christ. Et Pythagore considérait l'âme comme immortelle et il pensait, c'est la théorie de la transmigration des âmes, que l'âme humaine, après la mort, migrait vers les animaux et inversement. Par cette théorie, les animaux donc sont des formes de parents, au moins sur le plan de l'âme, et ceci impliquait chez Pythagore une condamnation morale de la consommation de viande. Alors la peinture que vous voyez ici, elle représente les théories de Pythagore telles qu'elles sont décrites dans les Métamorphoses d'Ovide, qui ont été écrites au 1er siècle avant Jésus-Christ, et dans lesquelles Ovide parle pour Pythagore. Et je vous donne un extrait pour vous indiquer à quel point ces questions sont déjà au cœur des débats philosophiques dans l'Antiquité. Donc on est ici avec un extrait des Métamorphoses d'Ovide, et c'est Pythagore qui le fait parler. Donc je cite Ovide, citant fictivement Pythagore. « Hélas, quel crime monstrueux d'emplir ses entrailles d'entrailles, d'engraisser un corps avide en amassant le corps d'un autre, et de ne rester vivant que grâce à la mort d'un autre être vivant. Est-ce normal que parmi tant de ressources produites par la terre, rien ne te plaise sinon mâcher des chairs blessées d'une dent cruelle ?» Donc un texte assez radical, mais évidemment ces arguments étaient extrêmement minoritaires et on peut penser que leur influence était extrêmement limitée. Et ce ne sera que des siècles plus tard que les historiens et historiennes voient un seuil qui est beaucoup plus collectif, un changement des sensibilités, qui est situé à partir de l'époque moderne, plus exactement à partir du XVIIe et davantage encore du XVIIIe siècle. Les historiens et historiennes observent alors une montée de ces sensibilités qui sont, comme on le voit, très anciennes envers les animaux, sous l'effet de toute une série de facteurs. Et parmi ces facteurs, on observe notamment une montée des sensibilités plus larges qui, du côté humain, va réclamer l'abolition de l'esclavage et des supplices punitifs et des tortures. Et puis, c'est aussi une époque, le 19e siècle, à travers laquelle on observe un goût ascendant pour les animaux familiers, donc la naissance de relations, le développement de relations beaucoup plus proches avec des animaux familiers qui sont de plus en plus intégrés au foyer, et plus seulement les chiens, mais aussi les chats qui avaient assez mauvaise réputation jusque-là. Et enfin, on observe aussi un intérêt de plus en plus prononcé des intellectuels, des philosophes, des juristes, pour la question des relations entre les humains et les animaux et pour la question de ce qui rapproche les humains et les animaux. Et on voit notamment cette sensibilité à l'œuvre en France dans les écrits de Jean-Jacques Rousseau. Dans l'Émile, qui est un traité d'éducation, Jean-Jacques Rousseau va positionner la pitié envers les animaux comme l'un des fondements de la nature humaine. On voit aussi cette sensibilité à l'œuvre en Angleterre, où par exemple en 1780, le philosophe Jeremy Bentham va publier dans son introduction aux principes de la morale et de la législation une phrase à propos des animaux que vous connaissez peut-être, qui est devenue célèbre, qui est notamment réutilisée par des associations de protection animale, donc traduite de l'anglais. La question n'est pas à propos des animaux, peuvent-ils penser, ni peuvent-ils parler? La question est, peuvent-ils souffrir? Et Bentham, à partir de cette question, va recommander d'instaurer des lois pour protéger les animaux contre la souffrance.
Donc on le pressent à travers ces textes. À partir du XVIIIe siècle, la violence envers les animaux suscite des oppositions de plus en plus marquées et des oppositions qui sont cette fois collectives. Comme on le voit ici aussi sur la dia suivante, qui est une gravure de William Hogarth qui représente les différents stades de la cruauté. Donc vous avez ici le stade qui serait le stade 1. La gravure, donc c'est une série de 4 gravures. La gravure suivante reprend le même personnage ici au premier plan en train d'agresser une femme. Et donc l'idée, c'est que la violence envers les animaux, c'est aussi l'antichambre de la violence faite aux humains. Et cette idée se développe que les humains qui maltraitent les animaux sont particulièrement enclins à maltraiter leurs frères et sœurs humains. Et se développe aussi l'idée qu'assister à des spectacles tels que celui-ci, qu'assister au spectacle de la maltraitance animale, en particulier quand on est enfant, revient à intégrer ces déviances, à les normaliser et à devenir soi-même déviant et violent. C'est une question qui est d'actualité encore aujourd'hui avec de nombreuses études qui posent les liens entre, les déviances humaines, la psychopathie, etc. et l'exercice des violences envers les animaux, en particulier dans l'enfance. Donc, c'est vraiment une question qui traverse l'histoire des relations entre humains et animaux. Or, à la même époque, on est ici à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, quand vous vous promenez dans une grande ville européenne, et je vais vous inciter avec la dia suivante à faire cet exercice mental, d'essayer de vous projeter, vous promener dans une ville au début du XIXe siècle, vous voyez que la présence des animaux en ville est extrêmement importante. Si vous êtes à Paris, à Londres, dans les grandes capitales au XIXe siècle, vous voyez ici, c'est une vue de Londres, vous y verrez des animaux, des marchés d'animaux d'élevage vivants. Nous sommes bien avant l'invention du frigo. Vous y verrez donc des troupeaux qui traversent les villes pour être emmenés à ces marchés et des animaux comme ici à votre gauche qui avancent sous la conduite, sous la menace et aussi les coups des employés des marchés qui doivent aiguiller les animaux à travers depuis les lisières des villes jusqu'au centre des villes et jusqu'au marché. Si vous vous promenez dans les rues adjacentes au marché, vous verrez des tueries privées et vous y entendrez les cris des animaux abattus, comme c'est le cas des gens qui habitent dans des immeubles et des habitations voisins des tueries, dont plusieurs d'ailleurs se plaignent de ces cris permanents des animaux, de la vue du sang, de ce spectacle de la cruauté. Vous y verrez aussi, car nous sommes avant l'invention du tramway électrifié et de l'automobile, des transports conduits par des chevaux. Et vous y verrez régulièrement des chevaux frappés par leur cocher ou usés à la tâche pour aller plus vite, plus loin, dans un contexte de croissance urbaine. Par conséquent, les villes du XIXe siècle sont ce que l'historien Peter Atkins a appelé des villes animales, c'est-à-dire des villes emplies d'animaux vivants et qui imposent à leurs habitants un univers sensoriel très particulier qui est empli de cris d'animaux, d'odeurs animales et de la vue du sang. Nous sommes dans un contexte de croissance urbaine et industrielle. Nous sommes aussi dans un contexte de croissance démographique et d'augmentation de la consommation des produits animaux et de la viande. Nous sommes dans un contexte d'augmentation des usages des animaux de transport, en particulier des chevaux. Ce qui veut dire que jamais le spectacle de la violence envers les animaux n'a été aussi visible à tant de personnes. Et ce spectacle et les cris des bêtes qui accompagnent ce spectacle apparaissent de plus en plus insupportables. Et aujourd'hui encore, la protection animale est souvent présentée comme une affaire d'urbain qui serait tout à fait dissociée des relations entre humains et animaux. Au contraire, historiquement, en fait, si la protection apparaît comme une affaire d'urbain, c'est parce qu'elle s'est développée en milieu urbain, là où les violences envers les animaux étaient les plus nombreuses et les plus visibles. Donc cette question de la protection animale, elle est née non pas en dissociation des relations entre humains et animaux, mais au cœur des relations entre humains et animaux. Et à partir du début du XIXe siècle, en effet, vont être créées dans les grandes villes européennes, en réaction à cette violence, en Angleterre, en France, en Belgique, les grandes associations de protection animale que vous connaissez,
voilà, comme ici la SPA que vous connaissez sans doute, qui est née en 1845, qui est une des premières associations européennes de protection. Et parmi ces associations, les plus influentes en termes de poids sociétal, en termes de nombre d'adhérents, sont dirigées par les élites urbaines. Ce qui va faire dire aussi que la protection est non seulement une affaire d'urbains, mais aussi une affaire d'élites qui critiquent le traitement des ouvriers, des cochers, comme on le voit ici, envers les animaux. Donc l'idée que la protection, c'est une affaire élitaire avec peu d'intérêt pour la question sociale. J'y reviendrai aussi. Sous l'action notamment des protecteurs des animaux et de ces associations, sont votées les premières lois de protection animale. Et un point commun de ces associations de protection et des lois de protection animale, c'est qu'elles vont se concentrer sur les traitements jugés outranciers et cruels et sur les traitements exercés en public, toujours cette idée que la violence est contagieuse et dangereuse, et exercés sur les animaux domestiques. Donc devant la pluralité des violences, on va se concentrer sur les violences qui apparaissent les plus visibles dans les villes, et en particulier les violences envers les animaux que j'ai cités, les animaux de rente et les chevaux de transport. Il ne s'agit pas pour ces associations de protéger les animaux des usages alimentaires, économiques, récréatifs, voire scientifiques, avec l'expérimentation animale. Il ne s'agit pas de protéger les animaux de ces usages qui sont faits d'eux par les humains. Le but, au contraire, est d'assurer la pérennité de tous ces usages en évitant qu'ils ne se condamnent eux-mêmes par l'absence d'encadrement, par l'absence des mesures et donc par le développement de critiques et de l'opprobre envers tous ces usages. Donc en 2 mots, il s'agit de réformer et non pas d'abolir l'exploitation des animaux et les violences systémiques qu'elle porte. C'est-à-dire aussi qu'il va s'agir de cacher ces violences dont on pense qu'elles sont contagieuses et mauvaises pour les humains, mais qui sont estimées indispensables, comme par exemple les violences liées à l'abattage des animaux. Par conséquent, le 19e siècle et les protecteurs vont inaugurer un mouvement de réforme qui est aussi un mouvement d'exclusion de la violence envers les animaux de la vue du commun des mortels. Donc ce mouvement d'exclusion, il est le résultat des politiques de protection. Il n'est pas leur fondement. Donc les tueries privées vont être progressivement remplacées par des abattoirs centralisés, fermés, dont l'accès est tout à fait interdit au public. Il est impossible aujourd'hui de visiter un abattoir. Et une vision telle que celle-ci, c'est une photographie de Robin Losnack d'une vache échappée d'un abattoir dans le Montana aux États-Unis en 2006. Une telle vision est aujourd'hui absolument inhabituelle, rare, tout à fait saugrenue. Donc ici, cette vache est une vache anonyme qui a été nommée après son échappée, qui a été nommée Molibi et qui a été graciée par les travailleurs de l'abattoir après une échappée de plusieurs heures dans des conditions tout à fait rocambolesques et très difficiles. C'est une vache qui a été notamment encerclée à plusieurs reprises, qui s'est échappée en plongeant dans une rivière après des heures de cavale. Et donc après cette échappée, après la recapture de cette vache, les travailleurs de l'abattoir, les abatteurs ont voté à 10 voix contre 1 pour gracier cette vache. Et ce type d'histoire-là, qui est extrêmement rare, est souvent remobilisé par des protecteurs des animaux pour attirer l'attention sur le sort des animaux d'élevage comme des individus, en réaction finalement face à une mise à mort qui est devenue absolument invisible et anonymisée. Et cette invisibilisation de la mort animale et de la présence des animaux en ville que nous rend cette image saugrenue est le résultat d'un processus historique, pluriséculaire, que j'ai commencé à vous décrire et qui s'inaugure ou qui se conforte au XIXe siècle et qui va radicaliser une grande séparation entre humains et animaux dans les villes. Je ne prends pas l'exemple des chevaux de transport qui, lui, va être résolu par le développement technologique de nouveaux moyens de transport. Mais si on prend l'exemple de la mise à mort des animaux, au XIXe siècle, les protecteurs des animaux et les grandes associations de protection animale vont s'allier avec des mouvements sanitaires et urbanistiques et vont soutenir la création d'abattoirs centralisés. Donc la création
des abattoirs est le résultat de campagnes de protection animale. Le but des protecteurs avec ces abattoirs sera de standardiser et de généraliser des méthodes d'abattage qui sont dites humanitaires et qui vont viser à minimiser la souffrance des animaux lors de l'abattage, avec toujours cette idée de réformer l'exploitation des animaux. Et donc on voit au début du XXe siècle des grandes associations de protection animale lancer des concours pour inventer des méthodes d'abattage les moins douloureuses possibles et les plus efficaces. Et très ironiquement, ces méthodes d'abattage qui seront standardisées et généralisées, et ces institutions que sont les abattoirs qui viendront à dominer tout à fait le paysage, ces institutions-là et ces méthodes, elles vont aussi permettre d'atteindre des cadences d'abattage beaucoup plus élevées, ce qui va contribuer aussi à l'industrialisation de l'élevage, spécialement après la Seconde Guerre mondiale, qui est une période d'augmentation de la production agricole. Donc on voit le rôle très ambigu et très difficile de la protection animale qui, en essayant de mener ces politiques de réforme, a aussi provoqué comme effet collatéral le développement de l'industrialisation de l'élevage. L'industrialisation de l'élevage, comme on le voit ici, va donner à son tour naissance à des nouvelles campagnes de protection. Ici, vous voyez une campagne d'une association historique, de la première association de protection animale au monde, en Angleterre, qui est une association qui est née en 1824 et qui, après la Seconde Guerre mondiale, va mener des campagnes non plus pour inventer de nouveaux moyens d'abattage qui sont désormais généralisés, mais pour réformer l'élevage en contrastant, comme on le voit ici, l'élevage industriel et le petit élevage. Et en réaction à l'industrialisation de l'élevage, un nouveau tournant va se dessiner dans le monde de la protection animale à partir des années 1970, un tournant qui est appelé plus radical, qui est un tournant en faveur de l'octroi de droits aux animaux. Et ici, une fois n'est pas coutume, un ouvrage académique va jouer un rôle tout à fait décisif dans ce mouvement sociétal, puisque en 1975, le philosophe australien Peter Singer, que vous voyez ici, va publier un ouvrage, La libération animale, qui va devenir un best-seller, qui va être listé par le Times dans sa liste des 100 ouvrages hors roman les meilleurs et les plus influents écrits en anglais depuis 1923. Un ouvrage qui va développer notamment la notion de spécisme que ma collègue Sarah va évoquer. Merci beaucoup Violette pour cette perspective. C'est passionnant pour moi d'avoir ta perspective historique sur ces sujets-là. Alors effectivement, maintenant on va s'ancrer dans le monde contemporain et on va parler de philosophie, puisqu'on va parler d'un concept qui est très utilisé en philosophie morale, en éthique animale plus particulièrement, qui est celui, comme disait Violette, de spécisme, qui a effectivement été popularisé par Peter Singer, qui a été inventé par un psychologue, en réalité même pas un philosophe, qui s'appelle Richard Ryder en 70, puis popularisé en 75 avec la publication que mentionnait très bien Violette de Libération animale de Peter Singer. Alors, le spécisme, on va discuter de ça en deux parties distinctes. Premièrement, je vais vous expliquer ce que c'est que le spécisme. Puis dans une deuxième partie, on va voir s'il est moralement acceptable ou pas. Spoiler, il n'est pas moralement acceptable, mais on va voir pourquoi. Alors, qu'est-ce que le spécisme ? Donc, comme vous l'entendez probablement, c'est un mot qui ressemble pas mal à d'autres mots qu'on connaît beaucoup mieux, comme celui de racisme ou de sexisme. En fait, si vous voulez, le racisme, c'est la discrimination arbitraire qui est fondée sur la race, entre guillemets. Race, puisque il y a beaucoup de débats sur l'existence ou non des races. Le sexisme, c'est la discrimination arbitraire fondée sur le sexe ou le genre. Et le spécisme, c'est la discrimination arbitraire fondée sur l'espèce, l'appartenance d'espèce. Alors, c'est un concept dont on n'entendait pas beaucoup parler il y a plus de quelques années, puis qui a été mis au jour très récemment en France. Je reviendrai sur ça. Mais en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'on est spéciste à partir du moment où on privilégie systématiquement les intérêts des êtres humains par rapport aux intérêts des autres animaux. Donc c'est ça, c'est ce que veut dire le terme, si on veut le simplifier. Donc en fait, c'est penser par exemple que la souffrance des humains importe plus et plus pertinente moralement que la souffrance des autres animaux.
Donc, il y a différentes formes de spécisme. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que ça ne nous intéresse pas et on n'a pas beaucoup de temps. Mais je vais quand même faire le point sur le fait que je vais particulièrement parler d'une forme de spécisme qu'on appelle le spécisme anthropocentré, qui tend à faire une différence hiérarchique entre les humains tout au-dessus et tous les autres animaux plus bas dans la hiérarchie. En réalité, le spécisme, c'est aussi faire des différences entre différentes espèces animales. C'est aussi quand on fait des différences entre les chats et les chiens, par exemple, qu'on a comme animaux domestiques, qu'on chérit, qu'on emmène chez le vétérinaire dès qu'ils ont un petit problème, et les poules, les vaches, les cochons, les poissons, qu'on considère beaucoup moins moralement. Le spécisme, donc, il a ces deux niveaux-là. Faire une différence entre les humains d'un côté et tous les animaux de l'autre, mais c'est aussi faire des différences morales entre différentes espèces d'animaux. Donc, si on retient une définition, ce serait celle-là. Le spécisme, c'est la discrimination arbitraire fondée sur l'espèce. Maintenant, à quoi est-ce qu'on voit le spécisme ? Ou à quoi est-ce qu'on sait qu'il existe ? Parce que là, pour l'instant, on est dans quelque chose de très théorique. Alors, le spécisme, on le voit à différentes choses. On a d'abord l'industrie textile qui exploite des animaux pour leur fourrure, pour leur peau, pour nous en faire des vêtements. Donc ça, c'est une première forme. Il y a aussi l'expérimentation animale, dont vous avez probablement déjà entendu parler, qui exploite des animaux pour tester sur eux toutes sortes de procédures médicales, traitements, médicaments, etc. On a aussi le divertissement. Donc, vous mentionniez tout à l'heure tous les deux les cirques, mais il y a aussi les parcs zoologiques. On a vraiment différentes manières de s'amuser à partir de l'exploitation. Je pense aussi à la tauromachie, oui, c'est ça, la corrida. Donc, il y a différentes manières dont on s'amuse un certain niveau de souffrance des animaux non humains. Mais celle qui nous intéresse le plus ici, c'est évidemment l'industrie agroalimentaire, qui est probablement la forme de spécisme la plus industrialisée aujourd'hui, la plus violente et celle qui cause le plus grand nombre de victimes, parce qu'on parle, selon les estimations les plus basses, de 80 milliards d'animaux terrestres tués par an. Alors, à titre indicatif, nous sommes à peine 8 milliards d'êtres humains. Nous tuons 10 fois plus d'animaux terrestres chaque année que nous ne sommes d'êtres humains sur Terre. Et ça, c'est sans mentionner les animaux aquatiques, qui, eux, leur mort se compte en milliers de milliards d'animaux aquatiques par an. Alors, on les compte souvent en billions. Alors, on a beaucoup de mal à s'imaginer ce que c'est qu'un billion. Ce sont des chiffres qui sont très difficiles à se figurer, tant ils sont énormes. Donc ça, c'est les différentes manières dont on peut voir que le spécisme existe, sont les différentes manifestations, si vous voulez, du spécisme. Le problème avec ça, c'est que on peut se poser la question suivante. Si toutes ces pratiques, donc l'industrie textile, l'expérimentation animale, le divertissement et l'industrie agroalimentaire avaient pour victimes des êtres humains ou alors des chats ou des chiens, j'espère qu'on sera toutes et tous d'accord pour dire que ce seraient des pratiques absolument immorales et inacceptables moralement. Par contre, comme ce sont que des animaux, c'est ce qu'on entend souvent, toutes ces formes, toutes ces pratiques d'exploitation des animaux ne posent pas problème ou peu problème. Donc c'est ça, en fait, le spécisme. C'est le fait de considérer que quand c'est certains animaux qui sont victimes, c'est pas grave, c'est normal et c'est même nécessaire. Et quand c'est d'autres animaux, là, ça pose un problème. Et j'inclus dans ces autres animaux, évidemment, l'espèce humaine. Donc on pourrait penser que l'accusation que je suis en train de faire de dire que c'est spéciste de penser que ça pose un problème dans un sens et pas de problème dans l'autre, vous pourriez me dire, non, c'est pas vraiment que je suis spéciste de penser ça, c'est plutôt que la vache, par exemple, a des capacités cognitives inférieures aux humains. Donc ça justifie qu'on la traite de telle ou telle manière. Le poisson a un manque de rationalité par rapport aux humains, donc ça justifie qu'on lui fasse subir telle ou telle chose. En fait, ce que vous seriez en train de dire, c'est que le critère de différence là qu'on est en train de faire, c'est pas un critère fondé sur l'espèce, donc ce serait pas vraiment du spécisme, c'est plutôt un critère fondé sur les capacités cognitives, pour le dire simplement.
Les humains sont plus intelligents, les humains sont rationnels, ils sont conscients d'eux-mêmes, ils ont un langage, ils ont un sens de la morale, ils savent fabriquer, utiliser des outils, etc. Et c'est ça qui justifie qu'ils soient considérés comme étant supérieurs dans la hiérarchie. En réalité, pour ça, je vais vous proposer une expérience de pensée. Donc, l'expérience de pensée, c'est un truc, pour celles et ceux qui ne sont pas philosophes ici, une expérience de pensée, c'est une méthode qu'on utilise assez souvent en philosophie morale et politique, qui consiste à tester une idée, qu'on a une théorie, en faisant appel à notre imagination, en utilisant des cas un petit peu extrêmes. Et pour essayer d'illustrer le fait que ce qui est en jeu dans notre traitement des autres animaux, c'est vraiment l'appartenance d'espèces et pas les autres critères comme la rationalité, le langage, etc. Je vous propose donc cette expérience de pensée donc, que j'ai appelée la clôture. Donc imaginez qu'à l'intérieur du cercle, on va imaginer que ce cercle-là, c'est la sphère de considération morale. Violette, tout à l'heure, tu mentionnais le concept de considération morale. On considère moralement les êtres et les individus dont on pense qu'ils importent, que leur vie importe, que leurs intérêts importent. Donc imaginez qu'à l'intérieur de ce cercle-là, on mettrait tous les individus dont on pense qu'ils méritent la considération morale. Et à l'extérieur de ce cercle, tous ceux dont on pense qu'on peut les traiter un peu comme on veut, comme des moyens à nos fins, sans avoir à les prendre en compte moralement plus que ça. Pour entrer ou non dans ce cercle de considération morale, il va falloir établir un critère. Quel est le critère qui fait que vous entrez ou vous restez en dehors du cercle de considération morale ? Les critères qui ont été avancés à travers l'histoire de la pensée philosophique, ça a été souvent la rationalité, comme je disais tout à l'heure, la possibilité de formuler des jugements moraux, de savoir ce qu'est le bien, ce qu'est le mal, ce qui est juste, ce qui est injuste, la capacité de langage, tous ces critères qui ont été avancés à travers l'histoire de l'humanité. La question que je pose ici, c'est est-ce que tous les humains, tous les êtres humains remplissent ces critères ? Est-ce que si on prend ces critères-là en compte, tous les humains rentrent dans le cercle de considération morale ? Et en fait, il y a fort à parier que non. Il y a beaucoup d'humains qui ne satisfont pas ces critères. Un bébé, par exemple, il n'est pas spécialement rationnel. On a d'ailleurs même l'impression qu'il a envie de se tuer à chaque instant. Donc il n'a pas l'air de très bien savoir ce qu'il fait, un tout petit enfant. C'est aussi le cas des personnes qui sont séniles. On ne peut pas vraiment dire qu'elles ont une capacité rationnelle à 100% comme l'aurait ce qu'on appelle un humain paradigmatique, c'est-à-dire un humain, il ne faut pas utiliser le mot normal, mais en tout cas en pleine possession de ses capacités. C'est aussi le cas des personnes qui sont sévèrement handicapées mentalement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en philosophie morale l'argument des cas marginaux. C'est qu'il y a beaucoup d'humains, en réalité, qui ne sont même pas si marginaux que ça, qui ne remplissent pas ces critères de considération morale. Donc si nos critères, c'était vraiment la rationalité, l'intelligence complexe, la capacité de formuler des jugements bien en mal, le langage, etc., on serait en train d'exclure de ce cercle de considération morale tout un tas d'êtres humains. Bien sûr, je pense encore une fois là qu'on est toutes et tous d'accord pour dire que ce serait immoral de faire ça, que tous les humains méritent d'entrer dans ce cercle, de faire partie de ce cercle, pas de rester à l'extérieur. Et ça, justement, ça montre que quand on décide de laisser les autres animaux en dehors de ce cercle de considération morale, c'est pas vraiment parce qu'ils sont moins intelligents, c'est pas vraiment parce qu'ils sont moins rationnels, c'est vraiment plutôt parce qu'ils appartiennent pas à l'espèce humaine. Parce qu'on est toutes et tous d'accord pour dire que peu importe les capacités cognitives, tous les humains méritent d'être à l'intérieur du cercle de considération morale. Donc c'est bien une société spéciste à laquelle on a affaire. Maintenant, la question c'est pourquoi est-ce que ça pose problème ? Pourquoi est-ce que c'est mal ? Et j'en arrive donc à la deuxième partie et je vais finir avec ça. Est-ce que le spécisme est moralement acceptable ? Est-ce qu'il est moral ? Comme je vous disais dans l'introduction, je pense que non, qu'il est immoral. Et en éthique animale, les philosophes sont assez d'accord et assez consensuels, ce qui est très rare en philosophie, d'obtenir un consensus. Mais là, en tout cas, dans la discipline concernée, qui est celle de l'éthique animale, les philosophes ont l'air tous et tous plus ou moins d'accord sur le fait que le spécisme est immoral et avancent pour montrer ça une différente raison. Celle sur laquelle j'ai décidé d'insister ici, c'est celle qui argumente que l'appartenance d'espèce est arbitraire
parce que c'est purement biologique. On n'a pas décidé d'appartenir à l'espèce humaine. On n'y est pour rien, en fait, à être né humain plutôt qu'une autre espèce. Tout comme j'y suis pour rien, en fait, d'être né femme plutôt qu'homme. Et donc, comme c'est purement biologique, c'est arbitraire moralement. Ça ne devrait pas avoir de pertinence morale. C'est pas parce que je suis née femme que je mérite d'être traitée moins bien qu'un homme. Parce que j'y suis pour rien, en fait, au fait d'être femme. Donc, c'est la même chose pour le critère biologique de l'espèce. En étant un critère purement biologique, il y a une forme d'arbitraire en termes moraux qui émerge quand on se pose la question de comment on devrait traiter les autres animaux. Les autres animaux n'ont pas demandé à naître poulet plutôt que chat ou à naître vache plutôt que humain. Donc c'est arbitraire parce que l'espèce biologique est moralement arbitraire. Elle ne justifie pas qu'on privilégie les uns par rapport aux autres. Donc le fait qu'on soit plus vulnérable, le fait qu'on n'ait pas conscience de nous-mêmes, le fait qu'on n'ait pas de langage, le fait qu'on n'ait pas la capacité de formuler des jugements moraux ne justifie pas qu'on nous traite moins bien que si on avait toutes ces capacités, toutes ces particularités-là. Donc, qu'est-ce qui est pertinent moralement ? Maintenant, c'est parce que si on dit la rationalité, l'intelligence, les capacités cognitives, etc., ne sont pas pertinentes moralement, on peut se poser la question de ce qu'il est. Qu'est-ce qui fait, si on repense à l'expérience de pensée de la clôture, qu'est-ce qui serait un bon critère de considération morale qui permettrait de faire entrer non seulement tous les humains, mais aussi tous les êtres qui le méritent à l'intérieur du cercle de considération morale. Et pour ça, on a un critère qui est très fréquemment avancé depuis quelques décennies, c'est le critère de la sentience. Donc alors la sentience, pour le définir très rapidement, c'est la capacité à ressentir des choses positives ou négatives, agréables ou désagréables. En fait, c'est la capacité à ressentir des choses. Par choses, j'entends des émotions et des sensations. Alors c'est des sensations physiques comme le plaisir ou la douleur, mais c'est aussi des émotions diverses et variées comme la tristesse, la joie, l'angoisse, le stress, la frustration, etc. Si vous êtes capable de toutes ces émotions et de toutes ces sensations-là, c'est que vous êtes sentient et sentiente. Et après, la question de savoir quels animaux sont sentients ou pas est très, très complexe. C'est une question scientifique très compliquée qui occupe les scientifiques depuis plusieurs années. Quels animaux sont sentients et quels animaux ne le sont pas. C'est une question très difficile parce que ça touche au problème qu'on appelle en philosophie de l'esprit, le problème des autres esprits. C'est-à-dire que moi, je sais que je suis sentiente parce que je sais que quand je me coupe, j'ai mal et que quand je mange quelque chose que j'aime bien, je ressens du plaisir. Mais je ne suis pas sûre que ce soit la même chose pour vous parce que je ne serai jamais dans votre esprit. Et il n'y a jamais rien qui... Ça, c'est le problème des autres esprits. Il n'y a jamais rien qui me prouvera, même si vous êtes en train de vous tordre de douleur, que vous avez vraiment mal, que vous n'êtes pas juste en train de faire du cinéma. Parce que je ne serai jamais dans votre tête, dans votre esprit, et je ne saurai jamais vraiment en première personne ce que vous ressentez. Donc imaginez qu'avec les humains, c'est déjà très compliqué de savoir ce que les autres humains ressentent alors qu'on partage un même langage. Mais alors avec les animaux avec lesquels on ne partage pas un langage, c'est encore plus compliqué. Heureusement, on a des critères qui nous permettent de savoir si les animaux ressentent ou non la douleur, par exemple. Ce sont des critères souvent comportementaux. S'ils évitent la douleur, si leur cœur s'accélère, s'ils ont des stratégies d'évitement de ce qui leur fait du mal ou de ce qui est négatif pour eux. Et à l'inverse, on sait aussi à peu près repérer quand ils ressentent du plaisir, de la joie, du contentement, de la tranquillité, etc. Il y a plein d'animaux pour lesquels on n'est pas sûr, par exemple les insectes, mais on est absolument sûr que tous les mammifères sont capables de ressentir la douleur, donc sont sentients. Ça inclut tous les animaux d'élevage. Les oiseaux aussi sont sentients. Ça, il y a un consensus scientifique sur ça. Certains céphalopodes, en fait, c'est les images que je vous ai mises. Certains céphalopodes sont aussi sentients, c'est-à-dire les pieuvres. Les poissons, les animaux aquatiques, sont aussi sentients. C'est notamment grâce à une éthologue qu'on a découvert ça, qui s'appelle Lynn Snedden, qui a fait énormément de travaux depuis 2015 sur la sentience des animaux aquatiques. On a un doute sur les insectes qui persistent, mais il y a encore beaucoup de travaux qui sont faits là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que tous les animaux d'élevage qu'on tue le plus, à savoir les poulets, les cochons, les vaches et les poissons, sont sentients.
Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, ils sont capables de ressentir la douleur, mais pas que, aussi la frustration d'être dans des cages, l'angoisse de la mort qui approche, l'ennui de ne pas avoir des environnements qui les stimulent, etc. Donc, voilà. Donc la sentience, ça a l'air d'être un critère de considération beaucoup plus pertinent, puisque pour savoir si je peux ou non te faire du mal, la question que je dois me poser, c'est pas est-ce que tu es intelligent ou pas, parce qu'il y a fort à parier que tu sois intelligente ou non, si je te fais mal, tu vas avoir mal exactement de la même manière. Par contre, la question qui se pose, qui est beaucoup plus pertinente, c'est est-ce que tu es capable de ressentir la douleur si je te fais du mal? Pas tellement si tu es intelligente, rationnelle, etc. Et on sait que les animaux sont sentients et ont cette capacité. Voilà, je crois que je m'arrête là. Merci. Merci à la fois Violette et Sarah. Ça ouvre des perspectives immenses. Hein. On a appris, enfin moi je ne sais pas vous, mais moi j'ai appris des tas de choses extrêmement intéressantes. Alors on va faire un petit break avec l'état du travail actuel de Violaine Leroy, donc, qui est notre dessinatrice et qui va nous montrer rapidement, bon, c'est pas fini puisqu'on n'a pas fini la conférence, mais vous voyez un peu comment ça s'oriente. Donc, on a déjà Violette avec quelques points que Violaine a reconnus dans la présentation de Violette. Il y a encore des cases vides, donc tout va bien. Et là, on a ce qu'il faut avec Sarah Zanaz, donc, qui, là, évidemment, l'histoire de la clôture et du cercle est absolument passionnante. Et on va voir tout ça se remplir aussi au fur et à mesure de cette conférence. Merci Violaine. Tu peux continuer à travailler, puisqu'on va continuer à discuter. Alors, on va continuer en allant un peu plus loin et puis vers des choses qui peut-être nous stimuleront aussi les uns les autres. Et on va recommencer avec Violette Pouillard, donc, qui va nous parler d'alternatives historiques, c'est-à-dire qu'on va revoir l'histoire, mais sous un autre aspect. À vous, Violette. Oui, alors je vais être plus brève. Hein. On va clôturer quelques minutes chacune pour laisser de la place aux questions. Mais moi, je voulais, pour finir, c'est un des avantages des historiens et des historiennes, c'est d'avoir accès à des options du passé qui n'ont pas forcément été suivies. Et je voulais vous montrer aujourd'hui la très grande diversité historique des approches de protection animale en partant de questions relativement controversées. Parce qu'aujourd'hui encore, la question animale occupe dans notre société une place qui est assez marginale par rapport à d'autres grands questionnements contemporains liés notamment au genre, aux inégalités sociales, aux problèmes environnementaux. Et c'est une question aussi, la question animale, qui est assez isolée, notamment sous l'effet d'un manque de convergence avec des grandes problématiques que je vous ai citées, notamment des préoccupations sociales et environnementales. Et historiquement, pourtant, les convergences ont été beaucoup plus marquées. Et au cours de l'histoire, des figures de la protection animale se sont attelées à essayer de concilier ces différents combats sociaux, environnementaux, animaux, pour essayer de proposer d'autres modes de cohabitation entre humains et animaux. Et donc très vite, je vais vous donner deux exemples, avec d'abord ici une figure belge. Donc je vous présente Jules Ruhl, qui est un protecteur belge, auquel plusieurs historiens et historiennes ont consacré récemment des études, notamment Lise Fauquet à l'université de Gand. Et c'est une figure qui se singularise, notamment sur le plan de la justice sociale. Donc je vais vous dire deux mots de Jules Ruhl. Donc Jules Ruhl fonde en 1897 à Verviers ce qui demeure une des principales sociétés de protection animale en Belgique, la Société contre la cruauté envers les animaux, une société qui connaît un grand succès, notamment après sa migration à Bruxelles. Et une des caractéristiques de l'action de Jules Ruhl tient à ce qu'il défendit le sort des animaux, mais aussi notamment la protection de l'enfance, la protection des femmes victimes de violences,
la cause des ouvriers, la cause des travailleurs et en particulier la cause des ouvriers travaillant avec les animaux. Donc nous sommes ici à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle dans ces villes animales que je vous ai présentées. Et les travailleurs des animaux, les abatteurs, les bouchers, les charretiers sont vilipendés pour leur traitement envers les animaux par les associations de protection des animaux. Et bien au-delà, on a encore en tête le cliché du cocher qui tape son cheval épuisé. Et Jules Rull va, par contraste avec ces représentations sociétales très larges, s'attaquer en particulier à l'amélioration des conditions de travail des abatteurs et des charretiers, en postulant que le sort des humains et des animaux sont liés et que l'amélioration de la condition des uns et des autres est absolument indissociable. Alors la protection sociale de Jules Rull se teintait, comme il était très courant à l'époque, d'accent paternaliste. C'est assez caractéristique de l'action philanthropique au sens large, fin 19e, début du 20e siècle. Mais malgré tout, il nous montre qu'il existait des options historiques qui essayaient de concilier cette idée de justice sociale et de justice pour les animaux. Alors Jules Rull a eu à affronter, comme beaucoup de protecteurs, des moqueries, des oppositions extrêmement fortes, mais il jouissait aussi d'une certaine estime, d'un certain respect pour sa ténacité, et de son vivant et à sa mort, il a été très régulièrement loué par la presse et par des figures politiques belges. Et ce que vous voyez ici, c'est une statue qui a été réalisée pour Jules Rull en hommage après sa mort en 1936. Il est mort au travail. Et cette statue a été financée notamment par les travailleurs de l'abattoir de Kuregem dans la capitale belge, donc par les abatteurs qui ont collaboré avec Jules Rull pour essayer de réformer leur méthode de travail. Donc un exemple tout à fait singulier. Et puis, plus brièvement encore, à la même époque que celle de Jules Rull, d'autres acteurs vont se prononcer en faveur d'options qui permettraient de concilier la protection des animaux comme individus, ce que Sarah appellerait comme être sentient, et la protection de la faune et des environnements. Alors que ces questions demeurent aujourd'hui encore assez isolées, avec d'une part des politiques de protection animale qui se centrent sur les animaux comme individus et en particulier sur les animaux domestiques, et puis des politiques de protection de la faune qui luttent contre la disparition d'espèces sauvages et qui considèrent les animaux comme des parties d'espèces plus que comme des individus. Donc ici, je vous ai donné l'exemple d'une campagne de Greenpeace à travers laquelle les ours polaires sont avant tout des icônes qui incarnent le changement climatique. Et Greenpeace, dans ses actions, ne s'intéresse pas à la condition des individus ours polaires et à la vie des individus ours polaires. Mais dans le même temps, cette campagne indique très bien à quel point la question animale et la question environnementale sont absolument inséparables, et ces débats nous sont revenus récemment, notamment à l'occasion des explosions pandémiques et de la pandémie de Covid. Et ici encore, à l'époque de Jules Rull, des voix se sont fait entendre pour appeler à repenser les politiques de protection de l'environnement pour mieux prendre en compte les animaux sauvages en tant qu'individus. Alors je vous donne très brièvement un exemple. En 1900, les puissances coloniales en Afrique prennent une convention pour protéger les animaux sauvages en Afrique. C'est la première convention internationale de protection de la faune. Et un juriste français, Paul Fauchy, va publier un texte en réaction à cette idée de protéger des espèces. Et il écrit « C'est en réalité un but utilitaire, bien plus qu'un but humanitaire, qui dans cette occasion a animé les puissances. » Donc le but utilitaire étant de protéger des espèces animales, et en particulier des espèces animales qui sont utiles qui sont considérés être utiles aux humains, comme les éléphants pour leur ivoire, plutôt que de protéger des animaux. Et il conclut ce texte avec ces mots « Les animaux n'ont pas encore obtenu des hommes qui leur reconnaissent pour eux-mêmes le droit à la vie ». Fin de la citation. Et donc, à travers cette convention de protection des espèces, selon Fauchy, c'est encore l'intérêt des humains qui a dominé l'intérêt des animaux. Et on ne pourra s'abstraire de ce prisme qu'en reconnaissant les animaux sauvages également pour des individus qui ont droit à la vie,
au sein des dispositifs de protection de l'environnement. Je vous ai montré ces deux critiques et ces deux modes particuliers, ces suggestions de protection des animaux parce qu'elles invitent, au-delà de l'épaisseur du temps, à interroger pas seulement des modes de domination, mais aussi des modes de gestion et de protection qui nous sont demeurés, même si évidemment l'histoire n'est jamais immobile et que ces modes-là de protection et de cohabitation ont ainsi été renouvelés. Et puis je repasse et on va conclure, je pense, le micro à Sarah sur cette idée d'autres modes, d'autres possibilités de cohabitation entre humains et animaux. Merci beaucoup Violette. Ça fait pile la transition avec ce dont je voulais parler maintenant. Donc ça va en trois parties très très courtes parce qu'il faut qu'on arrête de vous ennuyer pour ce soir. Mais alors je vais parler un petit peu de l'antispécisme d'abord. Alors tout comme le racisme existe, l'antiracisme existe, le sexisme existe, le féminisme existe en réponse. Et c'est pareil avec le spécisme, on a l'antispécisme. Alors, vous en avez probablement déjà entendu parler. Si vous en avez entendu parler, il est aussi fort probable que vous en ayez entendu parler en mal, malheureusement. Mais en même temps, je comprends parce que la personne qui a popularisé ce terme en France, c'est une personne assez polémique, qui est Aymeric Caron, qui a écrit un livre qui s'appelle Antispéciste ou Antispécisme, qui n'est en plus pas un très bon livre sur le sujet, notamment parce qu'il explique qu'on doit respecter les autres animaux avec un argument qui se fonde sur l'idée qu'on partage les mêmes atomes, on est tous faits d'atomes, donc il faut qu'on respecte, un peu comme la transmigration des âmes dont tu parlais avec Pythagore au tout début. Bon, c'est pas le meilleur argument contre le spécisme, parce que c'est un argument un petit peu mystique, et on a des arguments beaucoup plus scientifiques et beaucoup plus rigoureux pour justifier de la position antispéciste. Et pour le dire très simplement, la position antispéciste, elle est vraiment simple. C'est le fait de plus considérer les animaux comme des moyens pour nos fins, mais de les considérer comme des êtres à part entière, et notamment de reconnaître leur sentience dont on parlait tout à l'heure. Donc leur capacité à éprouver des émotions positives et négatives. Et quand on reconnaît les animaux comme étant capables de souffrir, de joie, de plaisir, de toute cette myriade d'émotions, on a beaucoup moins tendance à vouloir les exploiter et leur faire subir des sévices. Donc l'antispécisme, c'est aussi simplement que ça, la position selon laquelle on doit un certain respect, une certaine considération morale pour les autres animaux qui sont capables de ressentir des choses. Donc ça, c'est pour l'antispécisme. Il y a une autre voie qui est corollaire avec la position antispéciste, c'est celle de végétaliser son alimentation. Ça, vous en avez probablement déjà entendu parler aussi, c'est l'idée que c'est une forme de boycott en réalité, quand on se rend compte que ce qu'on fait subir aux animaux leur cause énormément de souffrance, qui est en plus une souffrance qui n'est pas nécessaire, parce que tout ce dont on parle depuis le début aurait probablement un angle un petit peu différent si tout ça était nécessaire, si on avait besoin de ça pour continuer à vivre en tant qu'humanité, pour continuer à être en bonne santé, etc. Si c'était le cas, la question se poserait probablement un petit peu différemment. Là, le fait est que les institutions de santé les plus reconnues et les moins militantes que vous puissiez imaginer, comme par exemple l'OMS, reconnaissent qu'on n'a pas besoin de manger des animaux pour être en bonne santé et reconnaissent qu'on peut être végétarien ou végétalien à tous les âges de la vie sans que ça ne nous pose aucun problème de santé lié à ça. On peut être en très bonne santé sans manger des animaux et sans participer à leur souffrance. Donc le fait que ce ne soit pas nécessaire de faire tout ça, ça ajoute une dimension morale assez importante, de se dire on n'en a même pas besoin. Donc c'est vraiment c'est purement un caprice de l'humanité de continuer à faire subir ça aux animaux alors que on n'en a vraiment pas besoin pour continuer à vivre. Après, on peut discuter de ça dans la session questions-réponses, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui prête à beaucoup de polémiques. Donc je serais ravie d'en discuter avec vous si vous avez des questions par rapport à ça. Mais bon, je vais passer très très rapidement sur ce sujet. Puis finalement, les cohabitations paisibles. Je vais aussi un petit peu parler de ça très 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 rapidement. Donc là, vous avez à l'image un petit cochon qui s'appelle Victor et qui vit dans un refuge qui s'appelle le refuge Groin-Groin.
dans le 72, très, très joli nom de refuge, et qui en fait, c'est plus qu'un refuge, c'est un sanctuaire, c'est un endroit qui sauve et qui donne un espace de fin de vie aux animaux issus de l'élevage. Donc il y a des cochons comme Victor, il y a aussi des vaches, des poules, plein d'animaux qui sont en fait issus de l'élevage et qui ont réussi à se sauver, comme la vache dont tu parlais tout à l'heure, Violette, mais aussi des animaux que des éleveurs ont décidé eux-mêmes de donner parce qu'ils étaient en mauvaise santé, parce qu'ils voulaient s'en débarrasser, etc. Donc ce sont ces refuges-là, ces sanctuaires qui permettent à ces animaux de vivre une vie agréable, en tout cas une fin de vie agréable, et où ils ne seront pas considérés comme de simples marchandises, comme de simples objets, mais comme des êtres à part entière. Et donc on va leur donner un petit prénom, on va s'intéresser à ce qu'ils préfèrent. Victor apparemment aime beaucoup manger des courgettes. C'est pas le cas de tous les cochons. Donc c'est vraiment un endroit où on remarque que les individus ont des préférences et donc des personnalités différentes. Et on les respecte d'autant mieux comme ça. Voilà, je crois qu'on a fini. Merci Sarah. Effectivement, là, ça ouvre plein de questions. Est-ce qu'on va pouvoir allumer la salle pour qu'on puisse faire circuler le micro? Alors en attendant que vous réfléchissiez à vos questions, j'ai une question un petit peu provocante pour vous, Sarah Zanaz. Pourquoi avoir choisi le mot de sentience? Parce que j'ai fait un petit peu de recherche et j'ai vu que l'Académie vétérinaire de France proposait le terme de sensibilité, qu'une directrice de centre de recherche du CNRS, Joëlle Proust, proposait le nom de conscience phénoménale. Je vois pas trop, c'est pas beaucoup plus clair pour moi. Et enfin, qu'un Strasbourgeois, l'éthologue Cédric Sueur, propose, lui, le terme d'agentivité. Pourquoi est-ce que vous avez choisi sentience par rapport à toutes ces possibilités? Ou est-ce qu'il y a débat? Oui, il y a débat. D'ailleurs, Cédric Sueur est mon directeur de thèse, donc c'est intéressant que vous l'ayez mentionné. Cédric Sueur reconnaît la sentience, il parle d'agentivité parce qu'il s'intéresse surtout... L'agentivité, c'est un petit peu plus réduit que la sentience. Et c'est surtout... En fait, Cédric Sueur est primatologue ici à Strasbourg, et il s'intéresse donc surtout aux grands primates. Et les primates, on peut parler d'agentivité parce que l'agentivité, c'est un petit peu plus complexe que la sentience. C'est vraiment... ça mêle un petit peu de conscience de soi, de capacité morale, et ça, bon, beaucoup d'animaux en sont absolument incapables, dont des humains d'ailleurs, et certains chimpanzés par exemple en sont capables. Donc l'agentivité, c'est encore plus réduit que la sentience. Mais c'est une très bonne question. La sensibilité, on en parle beaucoup. Vous avez probablement déjà beaucoup plus entendu ce terme-là de sensibilité que de sentience. C'est pas si, L214 utilise pas mal le terme de sensibilité. La sensibilité, moi, ça me pose un petit problème conceptuel, c'est que c'est beaucoup trop vaste comme terme. En fait, on peut parler de la sensibilité on parle de la sensibilité par exemple, des téléphones, parce qu'ils sont tactiles, donc ils sont sensibles au toucher. Alors qu'ils ressentent rien, les téléphones, a priori, il n'y a aucune raison de penser qu'ils ressentent des choses. Bon, après, il y aurait tout un débat à faire sur les intelligences artificielles, mais la sensibilité, en fait, le problème que ça me pose, c'est que c'est un concept beaucoup trop large. On parle aussi de la sensibilité des plantes, la sensibilité à la lumière. On parle aussi c'est un terme trop polysémique. On parle aussi de la sensibilité de certains humains. Oh, t'es trop sensible. Et là, ça fait plutôt référence encore à autre chose, c'est-à-dire à une espèce de sensiblerie, un truc d'être trop émotionnel et pas assez rationnel. Donc en fait, le terme de sensibilité, il est trop vaste et trop polysémique pour qu'il puisse traduire précisément ce dont on parle. Et la sentience, alors c'est très proche de la conscience phénoménale, donc c'est bien aussi que vous le mentionniez. La conscience phénoménale et la sentience, c'est synonyme en réalité. Il y a des toutes petites subtiles différences, mais c'est vraiment synonyme. C'est juste que conscience phénoménale, là pour le coup, ça me semble encore moins compréhensible. Sentience, on a au moins cette idée de sentir, et c'est ce que ça veut dire. Conscience phénoménale, c'est le fait. Donc il y a différents niveaux de conscience. En réalité, il y a 3 niveaux de conscience. La conscience d'accès, qui est un niveau de conscience vraiment basique. Par exemple, votre robot qui nettoie la maison comme ça en reconnaissant les meubles, on peut parler de conscience d'accès. C'est une espèce de conscience de l'environnement qui n'implique pas de ressentir des émotions par rapport à ça. La conscience phénoménale, en revanche, c'est le fait de ressentir des émotions qu'on appelle en philosophie de l'esprit valancées, c'est-à-dire positives ou négatives. Donc c'est vraiment ça la sentience, c'est synonyme. Il y a un petit peu des différences, mais je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Puis après, il y a la conscience de soi,
qui est un niveau de conscience qui ressemble plus à l'agentivité, là, pour le coup, qui est la conscience du fait qu'on est vivant. La conscience de soi, chez les animaux, elle est souvent testée avec ce qu'on appelle le test du miroir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est si un animal est capable de se reconnaître ou non dans un miroir. Et s'il est capable de se reconnaître dans un miroir, alors on peut dire qu'il est conscient, qu'il est conscient de soi, qu'il est conscient de lui-même. Mais ça, encore une fois, très peu d'animaux sont capables de se reconnaître dans le miroir. Donc ça, c'est moins intéressant moralement, parce que ça dit moins de si vous êtes capable ou non de souffrir de ce qu'on vous inflige. C'est un niveau de conscience beaucoup plus élevé. Merci. Et alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui a envie de poser une question? Oui, monsieur. Merci beaucoup. Alors, j'ai écrit ma question pour ne pas me perdre. Il y a un pan de l'histoire que j'avais jamais du tout entendu. C'est que les réformes de protection des animaux ont en quelque sorte favorisé l'industrialisation massive de l'exploitation animale finalement. Et vous mentionnez d'ailleurs au début de la conférence cette étiquette bien-être animal qui a fait parler les médias en ce moment. Et elle me pose un peu un souci parce que la meilleure note, la note A, finalement c'est des conditions d'élevage qui sont très discutables d'ailleurs. Et ça n'empêche pas la mort de l'animal au 10e de son espérance de vie à la fin. Donc j'ai l'impression que cette étiquette, même si elle pousse finalement les industriels à faire mieux, donc c'est bien en soi, ça renforce aussi l'idée dans la tête des consommateurs qu'une bonne note est une bonne chose, alors qu'on peut faire bien mieux et qu'on peut ne pas manger ces animaux d'ailleurs. Ma question donc c'est, pensez-vous qu'on peut encore être réformiste aujourd'hui, ou est-ce qu'on doit demander l'abolition totale de ce genre de pratique ? Alors moi, en tant qu'historienne, je passe le micro ensuite à Sarah, mais c'est très confortable d'être historienne. On ne vous dit pas qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, on ne vous parle pas de morale. Par contre, et c'est important pour moi, spécialement sur des sujets fort controversés, de rester absolument dans mon domaine d'expertise, parce que je crois que notre richesse, elle est là, de confronter des points de vue plus précis sur des sujets qui sont a priori simples, mais qui, on le voit, ne le sont pas du tout, y compris dans leur résolution. Par contre, la question que vous venez d'évoquer, celle de l'opposition entre réformisme et abolitionnisme, elle est au cœur de l'histoire de la protection et des tensions autour de la protection. L'histoire de la protection animale, c'est pas histoire de la protection contre histoire de l'exploitation, c'est aussi l'histoire de tensions internes à la protection, avec une très grande tension qui apparaît pour les protecteurs au XIXe siècle, qui sont d'accord sur une chose, c'est l'idée de diminuer ces souffrances qui ne sont pas supportables, c'est comment est-ce qu'on fait. Soit, effectivement, on postule pour l'abolition, sachant que les protecteurs savent très bien au XIXe siècle que les chances sont extrêmement faibles, que cet idéal qui est considéré comme un idéal de pureté est très difficile à atteindre. Soit on milite pour la réforme des pratiques, mais si vous militez pour la réforme des pratiques, vous militez au sein de l'exploitation et vous validez, comme on le voit, avec des normes finalement, une exploitation qui est d'autant plus acceptable qu'elle est encadrée ou relativement encadrée. Ces débats, ils se posent en des termes extrêmement vifs, notamment à la fin du XIXe siècle, quand apparaît une nouvelle question aux protecteurs, c'est la question de la vivisection et de l'expérimentation animale. Et là, le débat va polariser complètement le monde de la protection, avec des protecteurs et en partie des protectrices des femmes qui réclament l'abolition en s'opposant aux hommes de science, et des protecteurs réformistes qui assurent que l'expérimentation animale est nécessaire, qu'on ne peut pas s'en passer, mais qu'on va la réglementer pour qu'elle s'effectue dans des conditions sans souffrance. Donc on est là au cœur des débats qui ont traversé la protection animale et qui continuent de la traverser, avec parfois aussi des voix médianes, l'idée chez les protecteurs comme Jules Rull, qui apparaît comme une figure plus radicale sur le plan de la défense des animaux et sur le plan de la justice sociale, qui vise l'abolition à long terme. Par exemple, Jules Rull était lui-même végétarien, mais qui savent que ce n'est pas une bonne stratégie, qui sait très bien qu'il va se faire taxer de sentimental, que cette stratégie-là ne passera pas, et donc qui adopte un réformisme d'action pour servir un abolitionnisme de principe, en préconisant une politique des petits pas, obtenir d'abord la réforme dans le but d'une abolition. Et Jules Rull n'a pas le recul historique, évidemment, qu'on peut avoir sur sa propre action. Sarah, est-ce que tu veux réagir là-dessus ? Tu as très bien expliqué le fait que c'est vrai que c'est une scission au sein même du mouvement animaliste.
Et encore aujourd'hui, il y a des philosophes et en général des personnes qui s'intéressent à la question des animaux et de notre relation avec eux, qui se disputent beaucoup sur cette question-là. Est-ce qu'il faut être abolitionniste ou est-ce qu'il faut plutôt réformer doucement ? C'est sûr que si je devais trancher, je serais plutôt du côté de l'abolitionnisme, parce que encore une fois, si on fait l'analogie avec les êtres humains, on trouverait ça complètement inacceptable de les soumettre de cette manière-là, même si on leur permettait d'avoir de bonnes conditions d'élevage. C'est sûr qu'on refuserait complètement ça, quoi, du début à la fin. Donc, comme les êtres humains et les animaux ont au moins ceci en commun, c'est sûr qu'ils sont très différents, je ne suis pas en train de dire que c'est la même chose, il y a des différences énormes entre nous en tant qu'humains et les différentes espèces animales, et entre les différentes espèces animales entre elles. Mais en tout cas, ce qu'on partage, c'est notre capacité à ressentir la douleur, et ça justifie déjà qu'on trouve complètement immoral de mener toutes ces pratiques qui leur causent de grandes souffrances. Et même si c'est dans une dynamique réformiste, ça suffit quand même pas. Mais je comprends ce que disait Violette, à savoir que c'est peut-être stratégiquement quelque chose de beaucoup plus facilement acceptable, d'avoir un discours plus temporisé, peut-être. Alors, je vais être encore un peu plus provocateur, parce qu'on vient de publier un article comme quoi les plantes émettaient des sons, des ultrasons. Et elles émettent ces ultrasons, donc elles discutent entre elles. Quand on les blesse ou quand on leur donne pas, quand on les déshydrate. Alors, est-ce qu'on va bientôt détecter que les plantes sont aussi sentientes ? C'est-à-dire que, du coup, on ne pourra plus rien manger. Parce que là, si on ne peut plus manger les plantes... Oui, oui, c'est ça. Bon, le cri de la carotte, je crois que les scientifiques sont plus ou moins d'accord pour dire que c'est un petit peu de la pensée magique pour l'instant. Il n'y a aucune donnée scientifique aujourd'hui. On a des petits travaux sur le fait que les arbres, alors pas toutes les plantes, mais certains arbres, je ne suis vraiment pas très au fait de ces trucs-là qui sont très critiqués par un bon nombre de scientifiques, ça a l'air d'être... Parce qu'il y a eu un documentaire sur Netflix, il me semble, sur la communication des arbres, qui a été extrêmement critiqué. En réalité, il y a un certain consensus en science aujourd'hui qui dit que, pour l'instant, dans l'état actuel des choses, les plantes ne sont pas capables de ressentir la douleur. Et ce, pour une raison très simple, une raison évolutionniste très simple. C'est qu'en général, on ressent la douleur pour pouvoir nous échapper. Si un chat met sa main dans une flamme de bougie, par exemple au hasard, c'est pas du tout de l'expérience vécue, il va la retirer immédiatement et on est à peu près sûr qu'il va plus remettre sa main dans la bougie parce qu'il a compris, il a intégré par la douleur que c'était un comportement à éviter. Un arbre, à quoi ça lui servirait de ressentir la douleur, puisque même si la forêt brûle... Ah si, pour transmettre aux autres arbres autour, de produire certaines molécules et de produire une sève qui est plus acide, par exemple, pour ne pas être mangée par les insectes. Ça a été prouvé. Il y a des interactions entre les plantes qui font qu'elles se protègent les unes les autres. Alors là, au niveau évolutif, c'est tout à fait évident. Ça a du sens, oui. Je ne sais pas trop ce qu'il en est. Non, mais c'était juste provocateur. Oui, non, mais je comprends. En plus, c'est un truc qu'on entend vraiment souvent, ça, pour le coup, le cri, comme vous l'avez formulé, le cri de la carotte. En général, c'est plutôt les détracteurs de ce genre d'argument qui appellent ça le cri de la carotte pour rendre le truc encore plus absurde. Moi, comme je disais, je ne suis vraiment pas au fait de cette science-là. Je ne sais pas si, Violette, tu veux ajouter quelque chose, mais en tout cas, pour l'instant, elles n'ont pas de système nerveux. En tout cas, ça, c'est à peu près... Et le système nerveux dont on sait que c'est ce qui permet de ressentir la douleur, à moins qu'on découvre quelque chose qui serait semblable, qui aurait la même fonction, mais qui... Bon, là, vraiment, ça sort complètement de mon domaine d'expertise. Mais... Est-ce qu'il y a des questions plus sérieuses que les miennes ? Oui, on arrive. Oui, alors moi, je voulais savoir, en imaginant qu'on devient tous végétariens, quelle perspective on a pour l'homme ? Quel rôle on lui donne par rapport aux animaux ? De protection ou autre chose ? Est-ce qu'il y a des perspectives par rapport à ça ? Parce que la question, c'est si... La question, c'est de savoir, les philosophes, du coup, est-ce qu'ils se sont projetés ? Est-ce qu'ils se sont dit, est-ce que l'homme va alors
protéger les animaux? Est-ce qu'ils vont réguler les reproductions ou, parce que si on laisse la place aux animaux aussi, il va falloir, je pense, avoir un rôle par rapport à ça. Alors, sans être spécialiste de ces questions-là, c'est des questions qui sont très vives, notamment en sociologie, qui croisent ces débats, notamment sur l'abolitionnisme. Qu'est-ce qu'on ferait dans un monde, par exemple, où l'élevage n'existe plus, l'élevage qui est aussi un mode de relation aux animaux, et dans quelle mesure on se priverait de certains modes de relation aux animaux. Et c'est vrai qu'historiquement, les humains ont été positionnés dans ce rôle de gardiens bienveillants ou supposément bienveillants. Ce sont des débats très vifs pour le moment en sociologie qui sont... et spécialement en sociologie de l'élevage, qui sont dressés comme épouvantail par rapport aussi, qui pour le coup s'intègrent de façon assez militante dans ces débats sur l'abolitionnisme versus le réformisme, et qui sont posés comme un rempart au poids croissant peut-être, en tout cas dans les débats d'idées, de l'abolitionnisme. Et la réponse qui est formulée, notamment en sociologie également, elle se formule autour du développement de modes de relations qui sont plus horizontaux, comme ce que Sarah a montré avec les sanctuaires, c'est-à-dire dans le maintien de modes de cohabitation, y compris par un prisme de pseudo-élevage, mais dans une idée de soins, de cohabitation, de relations symétriques, plus que ce n'est le cas dans les petits ou les grands élevages. Évidemment, on ne parle pas d'élevage industriel. Voilà. Mais en sociologie, ce sont des débats très vifs autour de l'opposition, qui sont réarticulés autour de l'opposition petit élevage, élevage industriel. Oui, oui. Il y a aussi un autre point, c'est que si on est toutes et tous végétariens, il n'y a plus d'élevage, donc on n'a plus besoin d'élever des animaux. Donc on ne les amène même plus à l'existence, en fait, parce que là, on est en train de les faire se reproduire pour pouvoir nous en nourrir. Et pour pouvoir nous vêtir, etc. Oui, dans toutes les formes d'exploitation. Si on arrête de les manger, en sachant que le fait de les manger, c'est quand même ce qui cause le plus de morts, on arrête aussi de les élever. Donc ils seront même plus dans l'existence. Mais on peut manger leurs produits. On peut boire le lait. Si on est végétarien, oui. Attendez les micros parce qu'on enregistre. Si on est végétarien, parce que vous parliez de végétarien, moi ce que je défendrais plutôt, c'est une alimentation purement végétale où il n'y aurait même plus ni de lait, ni de beurre, ni de crème, puisque ça cause aussi des souffrances. Passons à une autre question. Alors, bonsoir. Du coup, c'est un peu en lien. Voilà. C'est une question potentiellement sujette à controverse, mais est-ce qu'on peut manger de la viande sans pour autant être spéciste ? Réponse courte, j'ai du mal à l'imaginer. Comment tu imaginerais Non, mais c'était plutôt l'idée que... non, c'est vrai que manger de la viande, c'est pas une nécessité, effectivement, puisqu'on peut vivre sans. Mais après, si on raisonne comme ça, il y a beaucoup de choses dont on pourrait se passer de la même manière. Et ce serait plutôt l'idée que... même sans considérer les animaux comme... même en considérant la souffrance animale, l'admettre et... Oui, ça suppose quand même que tu estimes qu'on peut les utiliser si tu continues de les manger alors que tu sais qu'il n'y a pas de nécessité et que ça leur cause des souffrances. Ça suppose une certaine forme de spécisme. Bonsoir. Mais dans ce cas, si on part du principe que on mange l'animal après l'avoir tué et après lui avoir causé des souffrances, si on attend qu'il meure de façon naturelle et si on se nourrit du coup de lui après, est-ce que du coup on meurt? Je crois qu'on peut pas manger un animal mort. Hein. C'est extrêmement dangereux. S'il est mort tout seul, c'est le principe de l'élevage. On tue un animal. S'il est mort de façon naturelle, tu peux pas le manger. S'il est mort de façon naturelle, on mange pas un cadavre qu'on trouve. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus spécialistes de ce genre de sujet? Moi, j'ai l'impression que si on attend qu'un animal meure naturellement, il n'est plus comestible.
Attendez, pour tous en même temps. Mais parce même que de sinon, vieillesse, je ça crois se qu'il y a des sortait. toxines qui se libèrent au moment de la mort naturelle qui rendent la viande incomestible. Non, non, parce que quand tu pêches un poisson, il va mourir naturellement d'asphyxie parce qu'il n'est plus dans l'eau. Oui. Et tu le manges 3 jours après, 4 jours après. Oui, mais il n'est pas mort naturellement. Ah bah si, Bah, il est mort pêché. oui, mais pêché. Après, qu'est-ce qui a Fa- produit faudrait- la mort? Faudrait définir ce que c'est que la mort naturelle. Moi, La mort naturelle, j'entendais dans le. C'est le poisson que tu sors de l'eau et que tu laisses comme ça sur la table. Il va mourir naturellement. Bah, non. D'un ça point de me- vue physiologique, ça me il paraît- meurt naturellement. Mais il faudrait définir la mort naturelle. Parce que dans ce cas-là, le poisson, il n'est quand même pas mort naturellement, il a été pêché. Ce que j'entendais, c'est un animal qu'on laisserait mourir de vieillesse ou de maladie, c'est ça? De vieillesse, oui, voilà, c'est ça la mort naturelle que j'entendais. Donc un poisson pêché rentre pas dans ce cadre-là. Mais dans ce cas-là, de ce dont tu parlais, j'ai l'impression que l'animal n'est plus comestible. Mais encore une fois, je ne suis pas spécialiste de ça, mais il n'est pas comestible. Qui dit qu'il n'est pas comestible? Est-ce qu'on est une majorité? Voilà, c'est ça, ce serait du... Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, je suis pas expert, mais je pense que c'est une question peut-être d'immédiateté. Et encore, s'il meurt de vieillesse, il n'y a peut-être pas grand-chose à manger dessus. Mais sinon, en fait, je pense pour répondre un peu à la question, vu qu'on est sur une question de morale, si on n'est donc pas spéciste, qu'on ne considère pas cette espèce comme moindre que la nôtre, pourquoi la manger après qu'elle soit morte alors qu'on ne le fait pas entre nous, par exemple, et qu'on considère ça comme affreusement immoral de manger les humains, par exemple. Si on les met sur le même niveau, ça pose problème moralement. Oui, c'est vrai que c'est un bon point. On ne mangerait pas nos morts. J'ai C'est peut-être une aussi c'est moi, une question par rapport à ça. On dit que le monde vivant est lui-même cruel. Les animaux se mangent entre eux. Comment est-ce qu'on replace les choses par rapport à tout ça? Puisque finalement, tous les animaux ne sont pas herbivores. Il y a les omnivores, les carnivores. Comment on se positionne par rapport à tout ça? Au monde justement des animaux, on veut les protéger, mais eux, entre eux, ils ne font pas preuve de régulation. Beaucoup de clémence, oui, voilà. C'est vrai. Mais ça, c'est une très bonne question. C'est une question très intéressante. En fait, je pense que nous, en tant qu'humains, on a une certaine responsabilité, justement, en ce sens que nous sommes des êtres moraux et que nous savons distinguer le bien du mal, ce qui n'est pas le cas de tous les autres animaux, à part peut-être les grands singes. Et en ce sens qu'on a cette capacité morale, vient avec cette capacité morale une certaine forme de responsabilité dont on ne pourrait pas espérer que les autres êtres respectent les mêmes critères. Donc nous, j'ai l'impression qu'en tant qu'humains, on a cette responsabilité morale par rapport à d'autres animaux, de justement ce qu'on distingue le bien et le mal. On pourrait pas. Bon, après, ça, c'est vraiment un objet d'un grand débat, même au sein des animalistes eux-mêmes. Il y a des personnes qui sont pour l'interventionnisme, par exemple, donc sauver, pour vraiment caricaturer, la gazelle du lion dans la nature, donc intervenir en faveur des animaux sauvages qui sont des animaux de proie. Bon, je caricature énormément avec la gazelle et le lion, mais il y a une partie des animalistes qui sont interventionnistes pour les animaux sauvages. Là, c'est pas du tout, encore une fois, ma spécialité. Mais il y a aussi d'autres animalistes qui considèrent que ce qui compte en premier lieu, c'est quand même ce qu'on fait nous en tant qu'humains, justement parce qu'on a cette capacité morale que les autres animaux n'ont pas. Et quand on aura réglé ça, déjà, quand on aura avancé sur ce sujet, on pourra peut-être s'intéresser aux animaux sauvages. Mais bon, ça, c'est juste ma position. Il y en a vraiment plusieurs. C'est un sujet de grand débat. Attendez, je vous Il y a amène encore le une micro. question? Et madame, non. Dans ce que vous avez proposé, j'étais un peu choquée, ou en tout cas frappée, par le fait que vous parlez des animaux. Le règne animal est extrêmement vaste. Vous avez mentionné les insectes 2 fois dans votre exposé. Et j'aimerais savoir si... Et donc, en gros, ce que je voudrais juste souligner, c'est qu'on s'intéresse à des animaux qui, quelque part, nous ressemblent beaucoup. Beaucoup les mammifères. Vous avez quand même aussi mentionné un peu les oiseaux, un peu les poissons. Un petit peu, mais encore moins les insectes. Et ma question, c'est est-ce qu'il y a des réflexions qui élargissent le monde vivant animal,
alors là encore, hein, on évacue tout ce qui est bactéries, tout ce qui est fonges, donc les champignons, etc. Mais en restant sur le règne animal, est-ce qu'il y a des réflexions qui élargissent un tout petit peu notre vision à d'autres milieux que le nôtre? Alors j'ai vu qu'il y a quand même l'eau, mais en gros, on s'intéresse aux milieux que nous-mêmes, qui nous sont très anthropocentrés, d'une façon très anthropocentrée, aux milieux que nous-mêmes utilisons, donc le milieu aérien, un peu le milieu aquatique, un peu moins, et en tout cas certainement pas le milieu, par exemple, des sols et des sous-sols. Alors, il se trouve que c'est mon sujet d'étude, alors forcément j'y suis particulièrement attentive, et notamment tous les êtres vivants qui peuplent ces milieux, en particulier les vivants même visibles et encore plus invisibles. Est-ce qu'il y a des théories qui englobent un peu plus largement cette question du protectionnisme aussi pour des espèces qui nous sont moins familières, moins visibles et pourtant très utiles et pour lesquelles on n'a pas forcément beaucoup d'égards? Et à ce titre-là, juste, je parlerai par exemple de l'agriculture qui, avec tous ces pesticides et autres choses, même pour le végétarianisme, nous a privés de toute une partie de l'écosystème, enfin des êtres vivants qui font l'équilibre des écosystèmes. Voilà, c'est un peu à rallonge, hein, mais je pense que vous voyez où je veux en venir. Oui, c'est une très bonne question, elle nous préoccupe aussi. En histoire, donc l'histoire des animaux, c'est assez récent. Jusqu'à il y a quelques années, c'était extrêmement compliqué à porter dans le champ académique en histoire, mais Sarah peut en témoigner dans d'autres disciplines aussi, cette idée d'intégrer les animaux comme des acteurs historiques. Et donc évidemment, on commence à la fois, un peu comme les protecteurs, par les espèces qui ont été les plus marquées par l'exploitation humaine de fait, mais aussi par les espèces dont l'abord nous paraît le plus facile. En tant qu'historienne, c'est plus facile pour moi d'essayer de considérer des animaux acteurs en me centrant d'abord sur des mammifères et en travaillant sur des grands mammifères charismatiques qui ont suscité beaucoup d'attention dans mes sources à l'époque coloniale, que d'ouvrir directement le champ. Après, on a une très forte conscience de ce biais et donc on essaye de travailler depuis des mammifères notamment ou des oiseaux en les conceptualisant comme des sortes d'éclaireurs ou de guides qui nous ouvrent un monde. Donc si je travaille sur les éléphants, je vais travailler sur les relations entre les éléphants, le couvert végétal, les sols, les éléphants et les mouches tsetse et les dynamiques écologiques. Donc là, on fait intervenir les sciences non seulement éthologiques, mais aussi écologiques pour essayer d'ouvrir ce spectre. Et enfin, quelque chose qui a été décisif aussi en sciences humaines et sociales ces dernières années à cet égard, et qui est lié aussi à toutes ces questions pandémiques et épizootiques que j'ai très brièvement mentionnées, c'est des nouvelles perspectives, dont la perspective One Health, qui oblige à penser les relations entre humains et animaux dans une perspective de santé, mais donc pas seulement dans une perspective humain et grands mammifères. Là, on arrive jusqu'au niveau des virus, des bactéries, etc. Et donc, ça oblige à avoir une approche beaucoup plus holistique. Mais vous avez tout à fait raison, il y a là un biais dont on est conscient, mais on débute par ce qui nous paraît le plus, le plus facile et ce qui est possible. Il y a 10 ans, quand on disait qu'on voulait travailler sur l'histoire des animaux, on suscitait une incrédulité absolument totale. Et c'est parce qu'on a pu travailler à partir de l'histoire des mammifères d'abord que ces sujets est devenu un sujet académique tout à fait reconnu et qu'on peut continuer à pousser les portes. Oui, je suis d'accord, c'est une très très bonne question. Les insectes importent surtout s'ils sont sentients, et il y a vraiment énormément d'efforts de recherche qui portent sur ça. Récemment, vendredi, c'était pas vendredi dernier, c'était vendredi il y a 2 semaines, il y a eu à la NYU aux États-Unis une conférence sur la sentience, la conscience des animaux. Et il y avait toute une partie sur la conscience des insectes, qui est un sujet de recherche qui vient à peine de commencer et qui est super prometteur, mais pour l'instant, il y a très peu de données, parce qu'il y a très peu de gens qui s'intéressent à ça, finalement, à la sentience des insectes. Mais il a été reconnu qu'on a, en tout cas pour certains insectes, encore une fois, à parler des insectes, c'est extrêmement réducteur, parce que toutes les espèces différentes d'insectes, c'est absolument incroyable. Mais il y a pas mal de recherches qui sont en train de s'amorcer sur ça.
Mais c'est comme dit Violette, on débute à peine. Dans ma thèse, je parle beaucoup des poissons. Je fais exprès de toujours choisir l'exemple des animaux aquatiques plutôt que des vaches, des cochons, etc. Parce que même les poissons, on a énormément tendance à les oublier au sein même du mouvement animaliste, comme vous le disiez très bien, parce qu'ils ne nous ressemblent pas, parce qu'ils les émettent aucun son. Ils sont très différents, ils vivent dans un milieu différent, on ne les voit pas, on ne partage pas le quotidien avec eux. Donc on a commencé à s'intéresser à leur sort vraiment très récemment, je dirais dans les années 2010 à peine, que vraiment les recherches se sont intensifiées sur savoir s'ils ressentent la douleur, comment est-ce qu'ils ressentent la douleur, etc. Donc pour les insectes, ça commence vraiment à peine et c'est un champ de recherche absolument passionnant qui pourrait avoir justement des retombées très intéressantes, notamment dans un contexte où plusieurs personnes commencent à se poser la question de faudrait-il arrêter de manger de la viande pour remplacer ça par des insectes ? Et ça, si les insectes sont effectivement sentients et conscients, ça pose un grave problème, notamment en termes de nombre d'individus, parce que les insectes sont tout petits et pour s'en nourrir, il en faudrait une quantité incroyable. Donc ça poserait de graves problèmes éthiques de remplacer la viande par les insectes si, et seulement si, les insectes sont capables de ressentir quelque chose. Mais après, vous sembliez parler aussi un peu de la question des écosystèmes écologiques. Ça, ce serait... Peut-être parce qu'il va falloir qu'on termine. Alors, on va essayer de répondre de façon courte. Vas-y. Alors, je voulais juste faire un petit pas de côté. Parce qu'on sait aujourd'hui que la protection de la nature, elle n'est pas toujours innocente. Notamment en Afrique. Il y a eu comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, derrière, il y avait des stratégies que vous pourrez peut-être développer. Et puis, de l'autre côté, un côté anthropologique où quand on peut... Enfin, il faut savoir d'où on parle. Donc, on est des Occidentaux qui n'avons pas besoin d'aller chasser pour se nourrir, n'ont pas besoin de faire de l'élevage, parce que dans certains territoires, il est compliqué de se nourrir au niveau végétal. Et puis, il y a des pratiques anthropologiques qui prennent en compte ces notions de souffrance animale, ces notions de régulation, etc. Et je voulais simplement vous inviter à parler de ces deux choses. Ah, c'est une question tellement vaste qu'elle est au cœur de mon projet actuel de recherche qui va m'occuper, à mon avis, encore 8 ans avant que j'en sorte un ouvrage. Mais donc, évidemment, en fait, cette question-là, elle a fait naître mon projet de recherche actuel, qui est un projet sur la conservation des éléphants comme ouverture, hein, pas comme fin en soi. Sur cette question notamment de justice sociale. Et donc dans ce projet, j'essaye d'intégrer des questions d'histoire animale, environnementale et sociale. Et je postule que ces questions-là doivent être appréhendées ensemble, qu'elles sont inséparables et qu'elles ne peuvent pas être compartimentées en silos. Alors pour répondre à ce que vous disiez, donc monsieur fait référence aux politiques de conservation particulières coloniales qui se sont traduites par les pays en Afrique et en Asie par des politiques d'exclusion des populations rurales, notamment de terres qui ont été mises en réserve pour protéger des espèces. Et mon projet de recherche est parti de l'hypothèse que ces politiques de protection n'ont jamais été investiguées du côté animal. Or, quand je les investigue du côté animal, elles se traduisent par l'exercice de violence envers les humains, certainement, mais aussi envers les animaux, des violences de masse comme des abattages de masse des éléphants pour les confiner dans ces réserves. Et donc il y a là tout un pan obscur de la protection qu'on n'a pas investigué en posant des méta-récits, je vais le faire très courtement, mais ces méta-récits sont assez courts, d'animaux qui auraient été protégés contre les humains et spécialement dans les États coloniaux. Mon hypothèse de recherche, c'est pas seulement une hypothèse, j'ai déjà publié sur ces questions-là, c'est que ces politiques d'exclusion sociale avancent main dans la main avec des politiques extrêmement interventionnistes et violentes pour les animaux et les environnements. Voilà. Donc c'est une question extrêmement vaste, mais qui montre aussi l'importance d'intégrer une double importance. L'importance pour les conservationnistes et les gens qui travaillent sur les politiques de conservation de la faune, de ne pas négliger, comme cela a été beaucoup fait, les aspects humains et les aspects sociaux, d'arrêter de compartimenter nature, culture d'un côté, mais l'intérêt aussi d'intégrer du côté de l'histoire environnementale et du côté de l'histoire sociale, les animaux comme acteurs à part entière pour pleinement saisir toutes les implications sociales
de ces politiques-là, parce que des politiques d'abattage de masse des éléphants dans le cadre de programmes de conservation portent aussi évidemment des impacts sociaux. Pour la question très brièvement de l'anthropologie, l'idée que les modes de relations aux animaux qu'on évoque aujourd'hui sont des modes de relations occidentaux, oui, en un sens, mais d'un autre côté, il y a tout de même une forme d'universalisme dans l'idée d'exploiter les animaux. L'exploitation violente des animaux n'est pas non plus un propre occidental, et on peut, dans des ontologies très différentes, pour reprendre le vocabulaire de l'anthropologue Philippe Descola, reconnaître un certain universalisme de ces pratiques violentes, par contre avec des différences d'échelle qui sont extrêmement importantes. Et à un moment, les différences d'échelle dans l'exploitation sont telles qu'on arrive à un saut qui n'est plus seulement quantitatif, mais qui est aussi qualitatif. Et évidemment, à cet égard-là, les sociétés industrialisées depuis le 18e, 19e siècle en Europe marquent un mode tout à fait particulier de relations entre humains et animaux qui fait naître des réactions par son intensité d'exploitation. Alors, avant la dernière question, juste encore une petite remarque par rapport à ça. Et au niveau des différentes pratiques, je ne vois pas trop, comme ça, j'imagine pas trop comment un Inuit pourrait être végétarien, par exemple. Parce que, mis à part manger de la viande, il ne peut rien faire d'autre. Donc voilà, c'était juste comme ça. Une dernière question. Oui, c'est une question quelque peu absurde, parce que là, on parle de moralité, et l'historienne et la philosophe savent très bien que la moralité évolue, comme la culture, ainsi de suite. Est-ce que cette démarche de moralité ne risque pas d'arriver à un niveau où on se dit même l'homme devrait disparaître comme ça, il ne ferait beaucoup moins d'interférences avec son milieu et ne ferait de mal à personne, ni aux plantes, ni aux carottes, ni ainsi de suite. Alors, encore une fois, moi, je ne me pose pas du tout sur le plan moral, mais c'est une option qui, en tout cas, a été soulevée dans ce qu'on appelle, dans certains écrits de l'écologie profonde, l'idée, finalement, d'arriver au fait que, puisque les humains causent autant de souffrance, il faudrait envisager la fin de l'espèce humaine elle-même. Et c'est évidemment une option à laquelle, pour des raisons, ici encore, sociales et environnementales et animales, les militants écologistes et des militants de défense des droits des animaux se sont opposés depuis l'émergence de ces idées dans les années 1970 et qui ont suscité une opposition extrêmement marquée avec cette question, est-ce que ça c'est la morale ou la fin absolue de la morale? C'est vrai que c'est une bonne question. Et il y a des philosophes aussi qui pensent qu'il serait probablement mieux que l'humanité cesse. Mais je pense que sans en arriver là, on peut quand même réfléchir à comment faire mieux tant qu'on existe, sans réfléchir à une extinction programmée de l'humanité. Je pense que ça n'enlève pas quand même notre responsabilité à essayer de faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Mais vous avez tout à fait raison, la moralité évolue. Et elle évolue notamment pas mal main dans la main avec l'évolution des sciences. C'est pour ça que vos remarques sont pertinentes. Si on trouve qu'un jour les plantes ressentent aussi, ou les insectes ressentent, ça va effectivement faire évoluer notre moralité par rapport à ces questions-là. Eh bien, merci. Restons positifs. Violaine, est-ce que tu peux venir projeter ce que tu as fait et puis venir nous le présenter, enfin, ou nous dire 2 mots avant qu'on termine? Voilà, alors les cases se sont remplies. Bonsoir. Je voulais que vous la voyiez quand même. C'est moi. C'était très riche et dense. Merci. C'est des débats passionnants. J'ai à la fois pris au vol ce que j'arrivais à prendre en note, mais aussi ce qui m'interpellait le plus. Voilà, alors c'est ce qui m'intéresse surtout, ça m'a pas mal intéressé ces questions autour des développements à la fois des animaux dans la ville et surtout de leur exploitation. Il y a clairement eu aussi autour des questions là, qui se passaient sur oui, mais si on n'a plus d'élevage et tout, mais c'est surtout qu'on en a
énormément. Enfin, c'est vrai que le chiffre aussi qui a été dit, 80 milliards d'animaux tués sans les poissons. Et c'est ce développement aussi qui est énorme, c'est-à-dire que c'est vrai que moi je vais raconter une anecdote personnelle, je ne sais pas si c'est bienvenu, mais j'avais une mémé qui vivait en Ardèche et ils avaient des bêtes, mais on mangeait vraiment très rarement de la viande, à part pour Pâques et pour Noël, parce qu'on n'allait pas tuer tous les jours un animal. Je pense aussi que c'est un rapport à notre époque qui est un peu particulier, dans une consommation générale. Voilà, donc j'ai essayé de représenter le mieux possible cette question de clôture, en essayant j'espère que je n'ai pas mal résumé les grandes idées, mais qu'il y a une question sur les fameux critères aussi d'intelligence et de raisonnement. Bon, je résumais ça très grossièrement, hein, je suis humain, donc je suis supérieur. Voilà. Et voilà, j'ai essayé aussi de poser des questions très intéressantes des personnes qui étaient dans le public, parce que c'est vrai que ça nous remet en question nous-mêmes, notre propre position, notre propre place dans tout ça. Voilà. Merci Violaine. Alors je propose qu'on applaudisse nos 3 invités, effectivement, parce qu'elles ont été formidables. Donc, pour info, la production de Violaine, ce que vous avez vu là, elle va le retravailler encore un petit peu, et ça sera mis en ligne sur le site du Jardin des Sciences, donc vous pourrez le retrouver et le récupérer. D'autre part, on a fait une captation audio et qui sera disponible sous forme de podcast à partir du même site du Jardin des Sciences et sur le site de la radio RCF Alsace, donc sur rcffr.fr ou sur l'appli RCF. Merci à vous tous qui avez participé de façon absolument géniale à nos discussions. Et merci aux techniciens, Jean-Yves, etc. Le prochain rendez-vous d'Epic Époque, c'est le jeudi 6 juin, donc toujours les premiers jeudis du mois, qui s'intitulera « Pourquoi voter ?» Évidemment, le 9 juin, il y a les élections européennes. Donc, pourquoi voter ? Perspectives et défis à l'aube des élections européennes. Donc, on se retrouvera à ce moment-là. Et avant de vous lâcher, je passe la parole à Jean-Yves Marchal, qui est médiateur au Jardin des Sciences et qui a une proposition malhonnête à vous faire. Vas-y, Jean-Yves. Oui, enfin, malhonnête, non. Mais vous avez tous vu que pour faire des événements comme ça ou pour faire fonctionner le planétarium, on avait tout un système qu'on appelle la régie et puis des faces cachées. Alors, profitez-en parce qu'à l'occasion de la Journée internationale des planétariums, mardi prochain, le 7 mai, on vous propose une visite des coulisses à partir de 18h et jusqu'à 21h45 à peu près, par différentes sessions. Voilà, ceux qui sont intéressés, vous pouvez vous inscrire sur le site internet du Jardin des Sciences. Voilà, c'était juste ma page de publicité. Merci Paul. Merci à vous, bonne soirée et rendez-vous le mois prochain.